Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Nous revenons dans le décor naturel parce que, vidéo à l'arrache, au vu de l'actualité, vous n'êtes pas sans ignorer, tout le monde en parle, télévision, radio, internet, réseaux sociaux, le Hamas palestinien a attaqué Israël. Alors des attaques relativement ponctuelles, mais des attaques néanmoins importantes, violentes, des bilans sont déjà établis, 40 morts, et plusieurs Israéliens apparemment, alors des gens qui seraient soi-disant appartenant à l'armée ou au Mossad, ont été faits prisonniers. Alors évidemment, certaines personnes en voyant ça se disent oui, voilà, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années maintenant que de toute façon, à chaque fois il y a des amicroches entre les deux. Sauf que là, cette amicroche, elle est importante. Elle est très importante. Parce que je pense que, et d'ailleurs, je constate que sur certains plateaux télé français, certains experts sont en train de vous dire un petit peu n'importe quoi. Pourquoi ? Pourquoi cette attaque est importante ? Elle est importante parce que, premièrement, elle est symbolique. Elle est symbolique parce que Tsahal, l'armée israélienne, comme le Mossad, apparemment, n'ont pas vu venir cette attaque. Donc ça veut dire que le Hamas a bénéficié d'une aide ou d'un soutien logistique, matériel, stratégique, d'un tiers. On va y revenir. Donc c'est déjà un camouflet. C'est un camouflet et Netanyahou va devoir avoir une réponse rapide. Deuxièmement, parce que c'est une date anniversaire. C'est le cinquantenaire de la guerre du Kippour, qui a eu lieu en 1973, attaque subie par Israël, par à la fois d'un côté, je crois, la Syrie, et surtout par l'Égypte. Donc, plusieurs missiles ont été envoyés sur des territoires israéliens. La réponse, elle est en train de se dérouler sous nos yeux. Certains missiles ont été envoyés par Israël sur des positions palestiniennes, plutôt particulièrement de la bande de Gaza, je crois. Massives, parce que, on le voit, hein, les images sont terribles, hein, les missiles tombent et des immeubles, littéralement, s'effondrent sur eux-mêmes. Ce qui est une stratégie, ce qui est une tactique assez commune maintenant aujourd'hui, surtout quand on attaque des villes et des immeubles de hauteur, où évidemment les hauteurs c'est stratégique sur le plan militaire. Mais surtout, on a des images qui circulent, émises par le Hamas, d'attaques avec des drones ou des ULM. C'est-à-dire que des soldats du Hamas ont utilisé des ULM pour pouvoir attaquer des positions israéliennes, et plus particulièrement des chars ou des véhicules militaires israéliens. Beaucoup de réserves sont mises actuellement sur ces images, parce que personne n'est capable aujourd'hui de vérifier l'authenticité par rapport à l'attaque actuelle entre Israël et le Hamas. Néanmoins, évidemment, les yeux se sont très vite tournés vers l'Iran. Et l'Iran, d'ailleurs, apporte son soutien à cette opération du Hamas. Sauf que, et c'est là que je suis assez étonné de l'analyse qui est faite par certaines personnes. Je rappelle, l'Iran, c'est une république islamique chiite. Le Hamas est un groupe palestinien, les Palestiniens sont des sunnites. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a toujours ce sempiternel conflit entre les chiites et les sunnites. Donc un État chiite soutienne une opération d'un mouvement sunnite. Je rappelle que le mouvement plus ou moins paramilitaire ou terroriste pour certains chiites, c'est le Hezbollah. Et le Hezbollah, ils sont au nord, au Liban. Et par conséquent, si l'Iran a bien soutenu matériellement, stratégiquement le Hamas, parce que là, l'opération du Hamas est une opération qui est très très dure,
en ce moment à supporter par Tel Aviv le gouvernement israélien parce que, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas vu venir apparemment. Il ne faudrait pas que le Hezbollah s'y mette aussi. Parce que là, ça voudrait dire qu'Israël se retrouverait avec deux fronts. Ce qui risque, évidemment, et la conséquence première, je dis bien la conséquence première, c'est la conséquence diplomatique. Eh bien oui, les pays aujourd'hui, plus particulièrement l'Occident, vont devoir apporter un soutien. Et un soutien à qui? Évidemment, en grande majorité, Israël. Il est évident que la République française ne va pas soutenir le Hamas. La conséquence, elle est aussi pour les BRICS. Les BRICS, qui sont déjà une organisation relativement fragile, de par quelques différends. Je rappelle que la Chine avait réussi à ramener à la table des négociations la réouverture diplomatique et des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et pour l'instant, ce qui est assez intéressant, c'est que cette attaque intervient aussi au moment où il y a des négociations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Je rappelle, Israël et l'Arabie Saoudite sont quand même deux antagonismes, mais qui ont trouvé un intérêt commun à lutter contre la mouvance musulmane chiite. La guerre en Yémen, évidemment. Sauf que, est-ce que les Saoudiens vont renier leur soutenance ou leur solidarité envers un peuple palestinien musulman sunnite pour soutenir ou dénoncer le mouvement du Hamas? Vous comprenez bien le paroxysme de la situation. Vous êtes un pays musulman, rigoriste, salafiste, sunnite. Vous n'allez pas soutenir Israël. Vous allez soutenir ou... Enfin, vous voyez un petit peu, c'est compliqué. Même moi, là, je ne sais même pas dans quelle position l'Arabie Saoudite pourrait se mettre. Soutenir le Hamas. Mais si elle soutient le Hamas, ça veut dire qu'ils disent adieu aux négociations qu'ils étaient en train de faire avec Israël. D'où quelque chose de très intéressant. D'où l'intérêt de l'Iran de réussir à soutenir et à organiser une opération telle que celle que nous sommes actuellement en train d'être les témoins, pour dénoncer à l'opinion mondiale le fait que l'Arabie Saoudite était en train de faire des traités ou des négociations avec Israël, avec l'ennemi juré. Et donc, de fait, dans le monde musulman, dans le monde arabe, dans le monde du Moyen-Orient, décrédibiliser la famille Saoud. Donc vous voyez, quand je dis souvent, il faut toujours se poser à qui profite le crime. Parce que c'est pas BFM, c'est pas TF1, c'est pas LCI, c'est pas France Télévisions, c'est pas France Info, c'est pas France Inter, Europe 1 ou RMC ou RTL qui vont vous expliquer ces petits aspects, ces petits détails d'arrière-cour. Difficulté pour les BRICS, parce que aujourd'hui les BRICS, pareil, la Russie, le Brésil, l'Inde, surtout l'Inde et l'Afrique du Sud, quelle position ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont soutenir Israël ou est-ce qu'ils vont soutenir le Hamas? Je rappelle, l'Iran, intégration aux BRICS. Déjà, il y a de fortes chances qu'il y ait une réaction épidermique de la part de l'Inde qui va critiquer le fait que finalement on a accepté l'Iran pour intégrer les BRICS et que peut-être le positionnement de l'Inde va être, à l'avenir, niette terminée, on n'intègre plus de pays musulmans. Parce que cette petite guerre fratricide entre les sunnites et chiites, on n'a pas besoin de ça. Pour développer les BRICS, on a besoin de quelque chose de plus sérieux. On a besoin d'intérêt économique, d'intérêt social, d'intérêt géopolitique. Mais on ne va pas se casser les couilles, on ne va pas s'emmerder avec ces querelles ancestrales entre deux courants religieux d'une même religion. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Et puis les Américains, qui profitent le crime? Les Américains, eux, évidemment, de facto, ils sont du côté d'Israël. Vont-ils bouger? Vont-ils intervenir? Là est la question. D'autant plus que nous sommes évidemment dans une situation aujourd'hui aux États-Unis extrêmement instable politiquement en interne. Je vous fais référence à ma dernière vidéo sur le fait que le speaker de la Chambre des représentants a réussi à se faire virer. Ce qui n'est quasiment jamais arrivé. Il y a eu des tentatives, mais elles n'ont jamais abouti. Donc le paysage politique, la confiance du peuple américain envers ses dirigeants, envers ses politiciens, est tellement merdique que même l'élection 2024, aujourd'hui, tout journaliste, tout expert des États-Unis qui vont vous dire oui, de toute façon c'est bon, Joe Biden sera réélu, etc., se foutent littéralement de votre gueule. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la situation où on est aujourd'hui, on n'en sait rien. Tout peut se jouer à un fil. Un fil que Trump soit réélu, ou que Joe Biden soit élu et qu'on reparte pour 4 ans avec la momie. Avec toutes les instabilités croissantes qui sont en train de naître aux États-Unis. Avec cette inflation qui est galopante. Cette inflation qui aujourd'hui commence à avoir comme conséquence que les États riches sont en train de perdre petit à petit leur capacité, leur potentiel de classe moyenne. Ce qu'on appelle les petites mains. Ces petites mains qui sont bien utiles aux riches et bourgeois de ces États pour nettoyer leur merde et leur nettoyer le cul. Ça, on en reparlera parce que ça évolue. Et puis, il y a aussi le pétrole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vos chaînes de télévision qui sont censées vous informer que le prix du baril actuellement, peut-être que ça pourrait expliquer aussi le fait que cette attaque du Hamas tombe à pic. Ben oui, puisque les pays de l'OPEP ont décidé de réduire la production pour maintenir le prix du pétrole. D'où la raison pour laquelle ça sert les intérêts américains pour vendre leur schiste. Parce que je rappelle quand même, même s'il était d'intérêt pour les Américains d'avoir un protectorat dans ces régions pour pouvoir avoir le bénéfice de pouvoir tirer le pétrole dont ils ont besoin, en 2012, Obama a lancé une politique d'indépendance énergétique. D'où la raison pour laquelle il y a eu une frénésie du schiste aux États-Unis. Et du coup, les Américains, aujourd'hui, arrivent à limiter leur importation de pétrole pour leurs besoins internes. Donc, finalement, ils ont un mode de production qui, aujourd'hui, leur permet d'avoir peut-être un peu d'indépendance, mais et surtout de pouvoir exporter ce même pétrole. Attention, quand je dis exporter le pétrole, c'est aussi bien le pétrole que les États-Unis produisent eux-mêmes que le pétrole qu'ils achètent aux autres. Et qu'ensuite ils revendent. Vous savez, c'est un peu comme les Russes. En Europe, vous avez l'interdiction aujourd'hui d'acheter du pétrole russe. C'est pas grave, ils vont passer par la Turquie et basta. Sauf que ça va vous coûter plus cher. D'où la raison pour laquelle le prix de l'essence aujourd'hui reste relativement élevé aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Parce que le prix de l'achat de la matière première, qu'on avait avant à des prix relativement stables, parce qu'il y avait de l'offre, aujourd'hui l'offre elle est réduite puisqu'on ne peut plus acheter du pétrole russe. Donc on est obligé de passer par des intermédiaires pour acheter du pétrole russe. Donc les Américains ont tout intérêt à ce que ce conflit influe sur le marché énergétique pour pouvoir vous vendre, à vous les Européens, du schiste. Oui, il n'y a pas de petit profit. Donc, cette opération du Hamas, elle a forcément des conséquences multiples, aussi bien locales, régionales, que géopolitiques, diplomatiques. Et je vais terminer par un point peut-être que, évidemment, ça, vos médias en France ne vont pas vous parler. Puisque ma question est, aujourd'hui en France,
quelle est la plus importante communauté représentative existante en France? Vous me répondez la communauté musulmane. En grande majeure partie algérienne. Et vous savez que la France, dans sa diplomatie, dans son universalisme, a importé le conflit israélo-palestinien en France. Ceux qui vivent à Paris ont parfois vu ces manifestations pro-israéliennes et ces manifestations pro-palestiniennes, et qui plus est des ramifications avec certains partis politiques de premier plan. La France insoumise, pour ne pas les nommer. Donc, comprenons-nous bien que déjà, nous avons le petit soldat LFI qui a tweeté oui, quand on ne dit rien sur la colonisation, quand on ne dit rien sur les violences, quand on ne dit rien sur la répression, la torture, le résultat il est là, c'est qu'aujourd'hui vous avez des gens qui en ont gros sur la patate et qui décident de prendre les armes. J'ai envie de dire que il y a un moment donné, posez-vous la question. La France, la République française, elle sera en soutien de qui? Des Israéliens ou des Palestiniens? Je pense que vous avez la réponse. Et du fait que vous avez cette réponse, vous comprendrez qu'aujourd'hui, en France, vous risquez dans la société française d'avoir des partis pris qui risquent d'avoir des conséquences à terme. Parce qu'il est évident qu'en France, nous avons des musulmans qui soutiennent leurs frères palestiniens contre l'ennemi israélien. Et que par conséquent, ce n'est pas anodin si un certain antisémitisme, par nature, au sein de la communauté musulmane, qu'on essaye désespérément de cacher sous le tapis depuis des années, va s'éveiller. Parce qu'évidemment, Israël est en train de répondre à cette attaque. Et que dans cette réponse, va forcément y avoir une disproportion de victimes innocentes et civiles du côté palestinien plutôt que du côté israélien. Et que forcément, on va rejouer au petit jeu des balances à qui est le plus victimaire, de qui est le plus monstrueux, barbare. Mon opinion personnelle sur la question, c'est que de toute façon, dans cette région, la situation est indémerdable. Indémerdable pourquoi? Tout simplement parce que tant qu'il y aura dans l'autorité israélienne une certaine part de sionisme, il n'y aura jamais, ô combien jamais, une once d'idée d'essayer de cohabiter avec les Palestiniens. Et de l'autre, vous avez majoritairement un peuple palestinien qui, lui, n'attend que ça, d'avoir une paix, une cohabitation avec Israël. Mais eux aussi. Et j'ai même envie de dire, il y a peut-être une corrélation avec ce qui se passe en France, dans la communauté musulmane, c'est que vous avez une minorité de gens qui ont un ascendant sur ce peuple. Et qui plus est, politique et religieux. Et étant politique et religieux, eux ne veulent pas le partage. Eux subissent eux-mêmes des influences idéologiques sur le fait qu'il faut virer les Juifs, qu'il faut reprendre la terre de Palestine, et donc par conséquent faire disparaître Israël. L'Iran veut faire disparaître ce furoncle dans cette région. Donc, quand vous avez ces deux positionnements radicaux, qui plus est, ne sont pas minoritaires ou marginaux, comme on essaie de le voir de façon réelle par rapport aux mouvances d'extrême droite, aux mouvances néo-nazies, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui ne sont que des ersatz, qui ne représentent rien. Au contraire, là, vous avez des entités qui ont de l'influence. Et qui plus est, sont aux commandes de certaines positions, sont aux commandes de certaines organisations, sont aux commandes même de certains pays. Donc ma question, c'est en France,
comment ça va réagir? Parce que les Israéliens, c'est clair, ils vont taper dans le tas. Ils ont peut-être 40 morts dans l'opération du Hamas, mais eux, ils vont peut-être faire des milliers. Comment ça va réagir à tout ça en France? Le positionnement républicain, qui est forcément de facto, de toute façon, pour Israël, du fait déjà de l'histoire de France qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, met systématiquement la France dans une position de soutien à Israël, de par l'historique que nous avons à nos dépens. Puisque même si certains aiment bien redessiner les contours, aiment bien recontextualiser l'histoire, ou la déformer, ou la déstructurer pour faire culpabiliser les Français d'avoir été collaborationnistes au génocide juif. Oui, sauf que le problème, c'est qu'on rappelle quand même que ce n'était pas la France libre, souveraine et indépendante. Ce n'était pas le choix de la France. Le choix de la France, c'était de quitter la France, de rejoindre De Gaulle, de faire de la résistance, etc. C'était ça le choix à l'époque. Mais l'État en place à l'époque, le gouvernement collaborationniste de Vichy, n'était pas un État libre, indépendant et souverain. C'était un État sous tutelle d'un occupant. Donc c'est toute la différence. Alors qu'il y ait une repentance de la part de la France d'avoir malheureusement, par ce contexte, contribué au génocide juif, j'entends bien. Et je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour nous accorder ce pardon. Même si certains veulent continuer à en abuser, veulent continuer à insister en remuant le couteau dans la plaie. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est les mêmes gens, chez d'autres qui font exactement la même chose aujourd'hui, qui font du génocide, eh bien malheureusement, parfois c'est assez timide à vouloir condamner. Parce qu'idéologiquement, vous comprenez qu'ils prennent des positions où évidemment ça ne colle plus dans le narratif. Donc les filles aujourd'hui, en effet, là ils vont être dans une situation avec le cul entre deux chaises. Leur soutien indéfectible pro-palestinien, leur soutien indéfectible envers la communauté musulmane, contre le racisme, contre l'islamophobie. Sauf que là, comme je vous le dis, la République, elle ne va pas soutenir le Hamas, elle va soutenir Israël. Elle va essayer de temporiser, parce qu'elle est consciente, la République, qu'elle a en son sein aujourd'hui une communauté musulmane non négligeable. Même si la majorité des musulmans en France ne sont pas idiots, sont conscients de la situation, sont conscients du problème, du contexte. Malheureusement, comme je l'avais déjà dit, cette communauté musulmane aujourd'hui, elle est souvent sous l'ascendance, sous la domination de petits groupes radicaux qui, eux, par contre, vont s'amuser maintenant à taper sur la République parce qu'elle soutient Israël. Elle soutient l'État colonisateur. Et donc, attendez-vous peut-être que dans les jours prochains, si ce conflit ne se résorbe pas et s'il prend de l'ampleur, comme je vous le dis, si jamais le Hezbollah, dans les prochaines 48 heures, se met à attaquer Israël et que ça commence à enflammer le Moyen-Orient, bah, attendez-vous à ce qu'en France, oui, il y en a qui s'enflamment aussi, dans les rues françaises, et plus particulièrement à Paris. Et d'ailleurs, je pense que déjà, ce week-end, va y avoir certaines marches, certaines manifestations qui vont être organisées. Alors, d'un côté, pour glorifier le Hamas et faire la démonstration que l'État d'Israël doit peut-être disparaître, comme d'autres qui vont défendre, évidemment, l'État juif contre le terrorisme du Hamas. Comme je vous l'ai dit, situation indémerdable. Situation indémerdable, d'autant plus que la communauté internationale, elle aussi, elle essaye de faire un petit peu l'illusion en condamnant de temps en temps l'État juif. Mais aujourd'hui, l'ONU, qu'est-ce que c'est que l'ONU? Si ce n'est l'antichambre des États-Unis. Donc finalement, vous comprendrez que d'autres pays aujourd'hui, et plus particulièrement les BRICS, sont une alternative pour d'autres pays. Parce qu'ils se disent que l'ONU, c'est bien gentil, mais si l'ONU a le doigt sur la couture
dès que Washington leur donne un coup de fil en disant qu'il faut prendre telle position plutôt que celle-là. D'ailleurs, on l'a vu, hein, souvenez-vous qu'il y a eu à plusieurs reprises une motion, un décret qui avait été proposé à l'ONU pour officialiser la condamnation systématique de toute glorification, de tout support, de toute promotion, de toute propagande d'idéologie nazie. Bah, le décret n'est pas passé. Il y a plein de pays qui se sont abstenus, dont les États-Unis. Oups. Donc cette affaire, elle est à suivre scrupuleusement. Et je vous invite à aller dans des versions ou dans des propositions d'analyse alternatives plutôt que vous baser sur ce que vous disent les plateaux BFM, TV, LCI, etc. Parce que eux, ils vont complètement fausser la réalité, la situation. Est-ce que ça risque de déclencher une invasion d'Israël, de la bande de Gaza, et finalement tirer un trait sur la possibilité d'un État autonome palestinien? C'est pas faux. Sauf que là, oui, ça enflammerait littéralement le Moyen-Orient. Et vu les alliances, et je rejoins là ce que disait toujours François Asselineau, c'est que, regardez bien, toutes les guerres contemporaines, elles sont nées à cause d'alliances. Et que ces alliances, elles existent toujours aujourd'hui. Alors c'est vrai que du côté des BRICS, pour l'instant, est-ce que la Russie va soutenir Israël? C'est compliqué. La Russie va plutôt rester sur une position neutre. Pourquoi? Parce que même si la Russie, ou Poutine en général, a plus de liens avec Israël plutôt que l'Arabie Saoudite, elle n'en est pas moins que la Russie est partenaire avec l'Iran. D'ailleurs, la guerre en Ukraine nous a bien mis en évidence que l'Iran fournissait du matériel à la Russie. Donc la Russie, elle aussi, elle est un petit peu le cul assis entre deux chaises. Reste la Chine. Le problème, c'est que la Chine, pour eux, c'est loin. C'est pas leur problème. Leurs relations avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, Israël, c'est très balbutiant, donc à la limite, les Chinois, tant que leurs intérêts ne sont pas menacés économiquement, ils s'en branlent complètement. Je dirais même peut-être que ça les amuserait qu'il y ait un conflit qui naisse en Moyen-Orient, que les Occidentaux y mettent les pieds. Encore une fois de plus, soutien militaire, matériel, etc. Parce que ça affaiblirait encore plus le potentiel occidental. Et ça faciliterait le projet de reprise de Taïwan. Et reste un pays qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'Inde. L'Inde qui, elle aussi, elle voit son intérêt économique. Elle voit son intérêt avec un ensemble de pays dont certains pays sont plutôt des antagonistes les uns envers les autres. Mais, comme on le dit souvent, les querelles de religion, les querelles ethniques, le business d'abord, c'est l'intérêt économique. Le reste, on s'en fout. S'il y a des gens qui meurent, qui sont torturés, emprisonnés pour des idées, pour des... eux, ils s'en foutent. Tant que le jackpot, il est là. Sauf que l'Inde, vous savez que l'Inde, c'est un pays qui s'est fait quand même... qui s'est trouvé dans une position avec un voisin qui s'est créé, justement, qui est le Pakistan. Je rappelle qu'en grande partie, le Pakistan, ce sont des Indiens musulmans qui ont quitté l'Inde, qui ont échappé à la répression hindouiste de l'Inde. Donc on comprend que les Indiens sont très réticents vis-à-vis des pays où l'islam est omniprésent. L'Inde garde des relations économiques importantes avec la Malaisie,
les Philippines, qui sont des endroits où il y a quand même une forte présence musulmane. Mais ce sont des musulmans un peu particuliers, puisque ce sont des musulmans asiatiques, où c'est le business qui prime. Les affaires religieuses, etc., c'est du problème de l'interne. On ne fait pas de prosélytisme à l'étranger. On n'essaie pas de vendre le modèle islamique à l'étranger. On reste chez nous. Donc, ça facilite plus ou moins les relations économiques, si vous voulez. Mais en ce qui concerne les pays du Moyen-Orient, l'Inde est extrêmement frileuse. D'ailleurs, il y a de fortes chances que l'Inde se positionne sur le fait qu'à l'avenir, dans les BRICS, on refuse systématiquement tout pays musulman. C'est-à-dire qu'un pays comme l'Algérie, par exemple, qui voudrait entrer dans les BRICS, eh ben, peanuts. Ce qui, éventuellement, dans des pays musulmans qui voudraient rentrer dans les BRICS, pour s'extirper de l'hégémonie occidentale, bah, ça va les mettre eux aussi en porte-à-faux. Soutenir leurs frères palestiniens ou soutenir l'intérêt d'intégrer un groupe alternatif, multipolaire, économique, mondial. Aïe. Donc vous voyez, cette attaque du Hamas, c'est pas juste un mouvement terroriste qui a décidé d'attaquer et de taper sur Israël. C'est que derrière, en coulisses, il y a énormément de ramifications, énormément de conflits d'intérêts qui sont en cours, qui sont en jeu. Donc, affaire à suivre. Parce que je rappelle, néanmoins, que Israël possède l'arme nucléaire. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.